Le sergent traverse la lisière boueuse en tenant son casque haut, comme s'il cherchait à le montrer à tout le monde. Une rafale japonaise éclate aussitôt, dévorant l'acier suspendu dans le vide. Autour de lui, les hommes se figent, surpris par la simplicité de sa ruse. Birmanie, début 1944. La pluie s'est arrêtée 1 heure plus tôt, laissant une forêt lourde, encore traversée par la buée des troncs. Le sergent Delaunay avance le premier, penché, vérifiant du bout du doigt une trace fraîche sur la terre tassée. Derrière lui, 5 hommes attendent son signal. Ils savent qu'un nid de tireurs japonais bloque la progression vers la colline et cloue au sol 2 sections depuis le matin. Ils s'arrêtent devant un tronc brisé, effleurent l'écorce et murmurent « Ils sont là-haut, un minimum d'2. Personne ne discute. Les tirs ont été nets, espacés, précis. Pas d'erreur possible. » Delaunay observe la pinte. Elle grimpe raide sur une 30aine de mètres, couverte de racines et d'herbes lourdes. Rien ne bouge, mais l'impression d'être visé flotte dans l'air. Le caporal Morel se baisse encore plus. On ne passera pas comme ça. Non. Et on n'a pas la journée, répond le sergent. Il retire lentement son casque, en essuie l'intérieur du poignet et regarde le bord cabossé. Le geste attire l'attention des autres. « Sergent, vous faites quoi ?»« Une diversion. » Il s'accroupit derrière la souche et lève le casque au bout de son fusil, pas haut, juste assez pour montrer un arrondi familier au-dessus des fougères. Un coup claque aussitôt, sec, arrache du sommet. Le métal teinte et vibre. Delaunay baisse le fusil d'1 centimètre, puis le remonte, change légèrement l'angle. Un deuxième coup part, puis un troisième. Les hommes échangent un regard nerveux. L'un d'eux serre la sangle de son sac, comme s'il attendait l'ordre de bondir. Il tire trop vite, souffle Morel. Oui, ils pensent qu'on tente une percée. Delaunay répète le mouvement, très court, comme un battement mécanique. Les tirs se succèdent. Le casque recule par à coup, mais reste entier. Le sergent garde le même rythme, patient, le visage figé. Le vacarme résonne dans la pente, puis s'étouffe brusquement. Il baisse le fusil. Silence. La pluie recommence à tomber par petites gouttes, dispersées par la cime. Il recharge, dit-il. On bouge? Pas encore. On vérifie s'ils mordent à fond. Il replace le casque un peu plus haut. Rien ne répond. Juste le bruit humide des feuilles. Un signe très mince, mais suffisant pour comprendre. Les tireurs viennent de vider leur chargeur, sans réfléchir. Et ils n'ont sûrement pas le temps d'en réinsérer un deuxième, avant un mouvement rapide. Delaunay ramasse son casque bosselé, le secoue et s'accroche à la sangle. Maintenant, on tente le flanc gauche, pendant qu'ils reprennent leurs esprits. Les hommes se mettent en position, chacun retrouvant un souffle plus ample, mais avec une tension nouvelle dans les gestes. La colline n'a pas changé. Pourtant, la route vient de s'ouvrir d'un pas. Birmanie, même journée. Le groupe progresse sur le flanc gauche, là où la pente s'adoucit un peu avant de se redresser brutalement. Le sol glisse sous les bottes, détrempé par les averses de la veille. Chaque pas demande un équilibre rapide. Delaunay ouvre la marche, son casque cabossé désormais enfoncé de travers. Il respire court, concentré sur la bande de terrain qui mène à un surplomb couvert de lianes. On reste bas, souffle-t-il. Pas de silhouette. Les hommes se dispersent en éventail serré. Morel garde les yeux sur la crête. 2 fois déjà, il croit voir une ombre, mais rien ne se confirme. La pression du silence s'épaissit. Le sergent s'arrête derrière un amas de pierres glissées de la pente. D'un geste bref, il indique une racine épaisse qui remonte comme une rampe naturelle. On monte par là, pas de bruit. Il grimpe le premier, les mains ancrées dans la terre humide. Les autres suivent, chacun prenant soin de poser le pied exactement là où celui d'avant s'est enfoncé. Au milieu de l'ascension,
Delaunay s'aplatit d'un coup. Une balle traverse les feuilles, juste au-dessus de sa tête, arrachée d'un angle que personne n'avait anticipé. Ils en ont gardé un troisième, gla-t-il entre ses dents. Le tir unique, précis, signifie un tireur patient, resté en retrait pendant que les deux autres gaspillaient leurs munitions. Les hommes se resserrent instinctivement, les épaules collées à la pente. « Position ?» demande Morel. « À droite, plus haut que prévu. Il nous cherche encore. » Delaunay glisse sa main vers une petite poche sur le côté de son équipement et en sort un vieux chiffon marron. Il enroule rapidement la toile autour d'une branche fine et la met à hauteur du sol. On lui donne une cible mauvaise, pas une grosse, juste un leurre. Il agite doucement la branche, assez pour attirer un tir sans montrer une position exacte. Le coup part presque aussitôt, frappant le sol à 20 centimètres de la branche. « Il est loin », note Morel. « Oui, et il a du mal à voir la pente. On va profiter de l'angle mort. » Le groupe se décale en crabe, collé à la paroi de terre. Delaunay passe devant un tronc couché, observe la ligne de tir et hoche la tête. On approche par le renfoncement. Il ne pourra pas nous prendre de face. Ils avancent encore 10 mètres. La terre se resserre en une courbe abrupte qui masque la vue vers le haut. Le tireur japonais ne peut pas les voir sans se déplacer. Ce détail change la dynamique. « On y est presque », murmure le sergent. À mon signal, 2 montent, 2 couvrent. Il pose sa paume contre le sol, vérifie la stabilité. Il sent la tension des hommes derrière lui. Respiration courte, doigts crispés sur les crosses. 3 secondes. Après, on ne s'arrête plus. Les hommes se placent. La pluie s'est remise, à tomber, fine, régulière, rendant chaque geste plus net dans le silence. Delaunay compte silencieusement. Puis, il lève la main. La montée finale commence sous une pluie plus serrée. Le renfoncement forme une cuvette étroite où la boue colle aux poignets et aux genoux. Delaunay avance en premier, presque à 4 pattes, pour éviter de se découper sur la silhouette du ciel. Les autres suivent, espacés d'un souffle, chacun vérifiant que son fusil reste propre malgré la terre qui s'infiltre partout. « Halte !» murmure le sergent. Un filet de fumée légère glisse de la crête, à peine visible entre 2 touffes de bambou. Un tir récent. Le troisième tireur se repositionne. Il n'a pas encore repéré leur avancée, mais il affine son angle. Le danger est proche, précis, concentré. Delaunay fait signe à Morel, contourner par la gauche, profiter d'un rocher couché contre la paroi. Morel hoche la tête et rampe vers l'abri. Chaque mouvement mesuré, les coudes plantés dans la terre froide. 2 autres soldats restent derrière le sergent, prêts à bondir si un tir éclate. Le sergent soulève à peine son casque cabossé et le pousse lentement au bout du fusil, mais cette fois sans l'exposer, plutôt pour vérifier la direction du vent et l'éventuelle réaction. Rien, pas de tir. Le sniper attend une cible plus sûre. Il retient son souffle, dit le sergent, presque inaudible. Il veut un seul tir, propre. Morel atteint le rocher et se cale contre la pierre lisse. « J'ai un angle sur le sommet », chuchote-t-il. « Mais je ne vois pas l'homme. Cherche une sacoche, une ombre, un éclat métallique, n'importe quoi. » Le sergent avance de 30 centimètres, s'arrête net. Un léger frottement, trop haut pour être un animal. Le tireur japonais se déplace juste derrière un bouquet de jeunes bambous. Delaunay observe la flexion des tiges. Le mouvement est lent, assuré. Pas un pas de panique, un pas de tireur qui choisit une meilleure position. Il descend un peu, dit-il. Il veut la vue sur la cuvette. Si le Japonais gagne 1 mètre de plus, il aura une fenêtre sur 3 d'entre eux. Delaunay serre la sangle de son fusil, réfléchit vite. Il se tourne vers le plus jeune du groupe, léger, déjà essoufflé.
Toi, tu pars à droite, tout de suite, tu fais du bruit. Pas beaucoup, juste assez. Tu bouges 5 mètres, tu t'arrêtes. Les yeux de Léger s'agrandissent. S'il tire sur moi, il n'a qu'une balle prête. S'il se trompe, on le prend. Léger avale sa salive, puis glisse vers la droite. Ses pas sont calculés, mais le son mat de la boue suffit. Une pierre roule, une branche craque. Le frottement dans les bambous s'arrête net. Delaunay lève 2 doigts. Morel se plaque contre le rocher. Les 2 autres serrent leurs fusils. Le tir japonais éclate, précis, trop rapide pour être pensé. Il frappe un tronc, à 1 mètre seulement de Léger, qui se fige comme une ombre. Maintenant, ordonne le sergent. Morel se redresse, juste assez pour viser au-dessus du rocher. Le sommet apparaît enfin, une forme sombre, couchée, en travers d'une racine. Le Japonais tente de réarmer, mais la boue bloque une partie du mécanisme. Il force. Morel tire une fois. L'impact secoue la silhouette, qui glisse vers l'arrière. Silence complet. Même la pluie semble s'atténuer. Delaunay fait signe d'attendre. 10 secondes, puis 20. Aucun mouvement sur la crête. Il rejoint Morel et récupère son souffle. « C'est bon », dit-il. Il était seul à couvrir ce côté. Léger rapproche, encore tremblant. « Ça va ?» demande Morel. « J'ai cru que c'était fini. » Delaunay pose une main courte sur son épaule. On avance. Ils n'ont plus rien pour nous arrêter ici. Le groupe sort lentement de la cuvette. La crête n'est plus qu'à 15 mètres, mais chaque pas reste prudent. Un tournant s'annonce. Le flanc qu'ils croyaient condamné vient de s'ouvrir pour de bon. Le groupe atteint le bord de la crête dans un vent plus froid, chargé d'odeurs de terre retournée. À 15 mètres, un petit replat forme une plateforme où les 2 premiers sautireurs japonais ont dû s'installer le matin. On distingue des douilles, des empreintes de coudes, un pan de toile arraché. Personne ne bouge dans le secteur. Pourtant, la tension reste compacte, comme si l'air pesait sur leurs épaules. Delaunay avance en silence et inspecte le replat sans s'y engager complètement. « Ils sont partis en arrière », dit-il. Ils ont dû comprendre que leur tir ne tenait plus. Morel montre une série de traces légères qui plongent vers un étroit couloir végétal. 2 hommes, un poids, léger. Peut-être un spotter. Pas important maintenant. On sécurise le haut. Il se déploie autour de la plateforme. Un soldat récupère une sangle abandonnée. Un autre dégage une boîte à munitions vide. Les Japonais ont tiré jusqu'à l'assèchement complet avant de décrocher. Ce détail confirme l'efficacité de la diversion initiale, mais aussi la précipitation de l'ennemi. Le sergent observe la lisière opposée. Une ligne de brouillard s'accroche aux branches, donnant l'impression d'un autre versant plus sombre. On traverse tout de suite, on ne reste pas sur le point haut, trop visible. Morel râle à demi-voix. On vient à peine d'arriver. Justement, ici, on peut être pris de 3 côtés. Ils s'engagent dans un sentier étroit qui plonge derrière la crête. Les pas sont plus rapides maintenant, les gestes moins hésitants. La surprise est passée, mais la menace n'a pas disparu. Plus bas, les branches s'écartent et forment une clairière minuscule, juste assez large pour tenir 6 hommes. Delaunay fait signe de s'arrêter. Une caisse métallique est posée contre un rocher. Petite, olive, couverte de boue fraîche. « Ça, c'est récent, » dit-il. Il voulait la reprendre. Il ouvre la caisse d'un coup sec. À l'intérieur, des cartes de tir soigneusement pliées, un carnet et 2 lames de rechange pour un fusil à lunettes. Les hommes échangent un regard bref. Ce matériel n'est pas abandonné sans raison. « On prend tout, » dit le sergent. « S'ils reviennent, ils perdront leur repère. » Il referme la caisse, la cale sous son bras. Cette découverte modifie l'équation.
La position n'était pas un simple poste de sniper. C'était un point d'observation long terme, probablement relié à une unité plus grande. « Sergent », dit Léger, visage tendu. « S'ils avaient un spotter, il est peut-être encore dans le coin. » Delaunay acquiesce. « Oui. Alors on ne traîne pas, on descend vers le ravin. Le couvert y est meilleur. » Le groupe se remet en marche. Derrière eux, les traces des Japonais disparaissent progressivement dans la pluie. En bas, le bruit de l'eau ruisselante masque tout autre son. Les hommes resserrent la formation. Ils savent qu'ils viennent de basculer dans une zone où ils ne sont plus les chasseurs, mais où la vigilance doit doubler. « Plus bas », dit Delaunay. On s'arrête et on décide comment rejoindre les nôtres sans se faire couper. Un nouveau mouvement du terrain s'annonce, plus incertain, mais aussi plus décisif. La descente commence, sous un rideau d'eau plus dense. Le ravin se creuse en une longue entaille où l'eau glisse en filets réguliers. Le sol devient instable, couvert de pierres noires qui roulent sous les semelles. Delaunay ralentit le rythme et désigne une avancée rocheuse en contrebas. On fait halte là, pas plus loin, tant qu'on ne sait pas qui circule autour. Les hommes s'abritent sous le surplomb. L'air est plus froid, saturé d'humidité. Morel essore sa manche et jette un coup d'œil vers la pente. Les deux qui ont décroché, ils peuvent nous contourner. « Oui », répond le sergent, « mais ils n'ont plus l'avantage du terrain, et ils ne savent pas combien on est. » Il dépose la caisse récupérée au sol et en sort les cartes. Le papier est protégé par une fine couche de cire. Les lignes de tir couvrent toute la pente et un tracé rouge indique une zone plus large derrière le ravin. « Ici », dit Delaunay, « une position secondaire. Il surveillait ce passage depuis des jours. Léger s'approche. On fait quoi? On évite? Impossible. C'est la seule route pour rejoindre le gros de la compagnie. On doit comprendre s'ils ont laissé quelqu'un là-bas. » Un bruit bref résonne au-dessus d'eux. Une pierre tombe, rebondit sur 3 mètres. Les fusils montent aussitôt. Delaunay scrute la paroi, immobile. Rien, pas un mouvement. Pas un pas humain, dit-il. Une coulée de boue. Les fusils s'abaissent, mais la crispation reste. Le sergent range les cartes et désigne 2 hommes. Morel, avec moi. Les autres, vous restez ici. Si quelque chose bouge sur la crête, vous faites un signal court. Et s'ils nous tombent dessus, ils ne prendront pas le risque de descendre sans certitude. L'eau couvre nos traces. Delaunay et Morel s'avancent dans un couloir étroit, entre 2 murs de rochers. L'eau ruisselle en filets. À chaque pas, leurs bottes s'enfoncent, puis ressortent avec un bruit lourd. « Tu crois qu'ils sont encore 2 » demande Morel. « Un blessé, peut-être. La fuite n'était pas nette. On a vu une trace plus profonde sur la pente. Donc un seul valide. Probablement. Mais un spotter entraîné vaut 2 tireurs. Ils atteignent un coude du ravin. Une plateforme naturelle s'ouvre, protégée par un amas de roches. Delaunay avance, en biais, fusil prêt. La plateforme est vide, mais une longue empreinte dans la boue montre qu'un homme a glissé ici récemment, laissant une marque de genou. Morel la touche du bout des doigts. Fraîche. Oui. Il voulait observer le passage. Il est reparti avant notre arrivée. Le sergent regarde la direction de la trace. Elle remonte un petit col vers l'est. Il se replie sur la position secondaire. On le devance. Il rebrousse chemin vers le groupe. Le sergent parle vite, mais calmement. Ils ont un point plus bas, à l'est. Un homme encore mobile. On y va ensemble. Pas de bruit, pas de silhouette. Ce sera notre seul affrontement avant de rejoindre les nôtres. Les hommes resserrent les sangles. L'eau coule des casques. Personne ne parle davantage. Ils savent que le prochain mouvement décidera de toute la marche jusqu'au soir.
Le groupe s'engage vers l'est, suivant la ligne du ravin. Le terrain devient plus étroit, forçant une progression en file indienne. La pluie redouble, effaçant leurs traces presque aussitôt. Ce changement de cadre, plus confiné, plus incertain, installe une tension différente. Moins de hauteur, mais plus de proximité avec l'ennemi. Le couloir vers l'est se resserre, encore, jusqu'à devenir un passage de 2 mètres de large, encadré de rocheuses humides. L'eau ruisselle sans pause, formant une traînée continue qui masque les bruits de pas. Delaunay avance lentement, la main levée à hauteur d'épaule pour arrêter la colonne, au moindre signe. « Encore 100 mètres, dit-il. La position doit être juste après le pli du terrain. Les hommes progressent un par un. Léger ferme la marche, jetant des regards nerveux en arrière. Morel, juste derrière le sergent, repère soudain une déchirure dans la végétation, très fine, comme un passage récent. Là, souffle-t-il, quelqu'un est passé. Delaunay se baisse, inspecte une pierre couverte d'une trace sombre, sans, pas beaucoup, le blesser. Ils avancent encore quelques pas. Un bruit de tissu froissé leur parvient, très bref, étouffé par le ruissellement. Le sergent s'immobilise. Il est là, pas plus de 10 mètres. Il désigne un renflement du terrain à droite, une cavité naturelle à moitié cachée par des racines. La sortie de la position secondaire. Morel, tu prends la gauche, léger, avec moi. Les autres couvrent. On avance en même temps. Ils se mettent en place. Le sergent lève la main, puis s'élance dans un mouvement bas. Morel contourne la cavité, contournant un tronc tombé. Léger suit Delaunay, le fusil tremblant légèrement. Un souffle se fait entendre dans la cavité. Pas un mot, juste un déplacement d'air. Le sergent se rapproche encore, prêt à rappeler le jeune soldat en arrière si besoin. Une silhouette surgit soudain, le spotter japonais, une épaule enveloppée dans un tissu sale, appuyée contre la paroi. Il tente de lever son fusil, mais le mouvement est lourd. Delaunay pointe sa propre arme, mais le japonais s'arrête net en les voyant avancer par 2 angles différents. Il comprend qu'il n'a plus d'ouverture. Il relâche le geste, puis fait un pas maladroit en arrière. Son fusil glisse dans l'eau. Morel apparaît derrière lui, arme braquée. Ne bougez plus. Le japonais tremble, épuisé. Delaunay s'approche doucement, récupère le fusil, puis vérifie des yeux la cavité. Une seule natte, un sac à moitié vide, une gourde. Il était seul, dit le sergent. Le spotter s'assied, incapable de tenir debout plus longtemps. Il respire vite, en silence. Léger baisse légèrement son arme, surpris par la fragilité de l'homme face à lui. Sergent, on n'a pas le temps. On l'emmène jusqu'à la compagnie. Ils sauront quoi faire. Les hommes sécurisent la zone. Morel récupère une carte supplémentaire, roulée dans un tube de bambou. Elle montre une ligne de repli plus au nord, mais non occupée. « On peut passer, » dit-il. « Il n'y a personne entre nous et les nôtres. » Delaunay hoche la tête, soulagé sans le montrer. « Alors, on part. Formation serrée. La pluie va couvrir notre traversée. » Le groupe sort du passage, escortant le spotter blessé. L'eau tombe plus fort, martelant les casques, effaçant toute trace derrière eux. La tension reste présente, mais la route est désormais ouverte. Leur progression n'est plus une fuite. C'est une sortie maîtrisée, gagnée, mètre par mètre. À la tombée de l'après-midi, le groupe débouche enfin sur une longue bande de terre stable. Au loin, à travers la pluie épaisse, une fumée fine monte. Leur ligne. Delaunay fait signe de ralentir, puis de s'arrêter avant la dernière courbe. Il vérifie une dernière fois le terrain, écoute. Aucun tir, aucun mouvement. « C'est bon, » dit-il. « On rentre. » Ils sortent du couvert d'un seul bloc. Des silhouettes amies apparaissent presque aussitôt,
alertés par le bruit de l'eau et les silhouettes basses. 2 soldats accourent, fusils levés, puis baissent l'arme en reconnaissant les uniformes. Vous étiez où? On vous croyait coincé. Delaunay désigne simplement le spotter blessé. Plus maintenant. Les hommes sont guidés vers un abri de toile. On leur apporte de l'eau, vérifie leurs armes, jette un œil aux traces de boue, incrustées sur leurs vêtements. L'officier de section arrive à grands pas. Vous avez fait sauter le verrou? Oui. 3 tireurs mis hors d'action. Et un poste secondaire. L'officier observe le casque cabossé du sergent, le touche du bout des doigts. Et ça? Delaunay hausse les épaules. Une idée. Morel ajoute, en secouant la caisse récupérée. 100 balles pour un casque, bon échange. L'officier laisse filer un souffle court, presque amusé. Vous nous avez ouvert le passage. On avance à l'aube. Reposez-vous. Personne ne répond. Les hommes s'asseyent contre la toile battue par la pluie. Les épaules se détendent enfin. Le bruit du ravin reste dans leurs oreilles, mais la pression s'efface peu à peu. Ils ont traversé, ils ont tenu, et la route appartient désormais à leur unité. Le sergent ajuste calmement la sangle de son casque abîmé. Il teste sa tenue, vérifie qu'il peut encore le porter. Puis il lâche un bref rire, fatigué. Il tiendra pour demain. Les autres hochant la tête, à moitié surpris, à moitié rassurés par la simplicité de la phrase. Une journée se ferme, une autre les attend déjà. Si vous aimez ces récits, courts et précis sur la Seconde Guerre, abonnez-vous pour recevoir les prochains.